À Stockholm, le 14 mai 1912, le cancer emporte August Strindberg, l'un des plus grands dramaturges de son temps. En découvrant sa nécrologie dans leurs journaux, de vieux Lausannois se souviennent que l'auteur de Mademoiselle Julie avait séjourné plusieurs mois, et par 2 fois, sur les hauteurs d'Ouchy. Quand il débarque en Suisse romande, en 1884, il se trouve un logis très confortable dans la pension Le Chalet, qui existe encore 130 ans après, au 49 de l'avenue d'Ouchy. Strindberg fréquente également le cercle littéraire, à la place Saint-François, qui fut la demeure de Benjamin Constant. Au numéro 3 de la rue centrale, il converse régulièrement avec le libraire Benny Benda, d'origine berlinoise. Les nouvelles de son recueil Utopie dans la réalité, paru en 1885, ont pour cadre une Suisse partiellement idéalisée. Paul Petrovitch, le héros de la nouvelle intitulée Rechute, est un anarchiste russe, réfugié en Suisse, qui vend des roses au marché. C'était un jour d'été 1884, radieux et clair. Le soleil brillait sur le lac Léman et sur les coteaux d'Ouchy et de Lausanne. Paul Petrovitch, rosiériste à Ouchy, grimpait péniblement l'avenue de la Gare en tirant une petite charrette remplie de roses, de têtes de salade et d'artichauts pour se rendre au marché de Lausanne. La sueur qui perlait de son front aurait coulé dans ses petits yeux francs si ses sourcils broussailleux ne s'étaient trouvés là comme des digues. Les gouttes de sueur dégoulinaient de ses tempes sur la barbe roussâtre qui couvrait la moitié de son visage. Sous le soleil, les roses commençaient à baisser la tête et les salades fermaient leurs feuilles nervurées pour se protéger de l'insolation. Paul s'arrêta, il retira sa blouse bleue et l'étala précautionneusement sur le chargement. Il s'essuya le front et poursuivit son chemin. Sur l'avenue du Théâtre, la lumière du soleil semblait encore plus vive. Il s'immobilisa de nouveau et promena son regard sur le lac Léman. Il s'imagina s'être rafraîchi le front avec les dernières plaques de neige de la Dandoche et respira profondément, comme s'il prenait une bouffée d'air frais avant de pénétrer dans la ville qu'il trouvait toujours si étouffante. Alors qu'il était debout, la casquette à la main, une dame passa, accompagnée par un jeune homme. « Regarde le Russe », dit-elle. Et le monsieur s'arrêta pour regarder Paul. « En voilà un qui est amusant à voir », dit-il. En effet, le visage de Paul prit un air bizarre lorsqu'il se sentit observé par ces étrangers. Il se contracta tel un plantain lorsqu'on casse le pétiole et tire les nervures de la feuille comme le font parfois par jeu les enfants. Ce n'était pas une contraction unilatérale de quelques muscles comme dans un tic. Tous les nerfs de son visage paraissaient reliés à une pile galvanique. Paul le sentit. Il remit sa casquette et poursuivit son chemin. Il traversa la place Saint-François, descendit la rue Saint-François qui, en raison du marché, était fermée aux voitures et bordée de vendeuses de légumes installées le long des trottoirs. Lorsqu'elles aperçurent Paul avec sa charrette, elles voulurent lui interdire le passage. Mais il leur expliqua que, contrairement aux apparences, il n'était pas une bête de trait et avait le droit de passer. Les commères ailèrent un gendarme. Celui-ci interpréta librement la loi au détriment de Paul, qui dut remonter la pente avec sa charrette, traverser la place Saint-François, prendre la descente de Pépinet en passant devant la poste. Il ne sembla ni découragé ni surpris. Il avait depuis longtemps cessé d'être étonné par une chose aussi naturelle que des gens qui cherchent par tous les moyens à empêcher la venue de concurrents. Arrivé dans la rue centrale, où il avait un emplacement assigné à quelques pas de la librairie de Benda, il découvrit sa charrette, ôta les chevilles des brancards, enfila sa blouse qui, par-dessus son pantalon en toile de Manchester, lui donna l'allure d'un travailleur suisse et s'installa dans l'attente des clients. Je m'appelle Claire Genoux,
Je suis auteure de poésie, de nouvelles et de romans. Bon, je suis née ici, donc je connais ce parc depuis l'enfance, mais principalement, les plus belles heures que j'ai passées dans ce parc, c'est sur mes rollers. On était toute une équipe lausannoise les années 90 et 2000. On finissait là après avoir descendu les rues de Lausanne à fond depuis Épalinges. On arrive au parc Bourget un peu malgré soi. L'unité de ce parc, je l'ai trouvée d'abord grâce à la vitesse. Il n'est pas un lieu d'élection, je ne m'y promène pas, mais un lieu où se jouent certaines scènes auxquelles je participe. Les promenades, les pique-niques, pendant l'été, avec les amis du roller ou les étudiants du cours de vacances. Pendant quelques heures, j'appartiens à un lieu précis. Je n'essaye pas de résister au groupe, je me laisse faire. Je ramasse des branches pour le feu, je retourne les épis de maïs sur les braises, je regarde les autres se passer des cigarettes d'herbe. Et leurs visages soudain deviennent très vieux, où la pénombre dessine des creux. Ils sont à moitié couchés sur les couvertures. On dirait des fumeurs d'opium. Le parc devient immense et sombre. Des groupes se sont mis à se battre. Alors on tire les nattes, les verres se renversent un peu, on se rapproche des pierres rougeoyantes, et puis on se tait de nouveau. Je sais que je pourrais me trouver dans n'importe quel autre parc, et tout à fait ailleurs qu'à Lausanne. Ma tête vacille à cette idée. C'est non loin du parc Bourget que Georges Simenon a vécu de 1972 à sa mort en 1989. Les années lausannoises de Simenon ont coïncidé avec la dernière période de création du romancier, plus personnelle et autobiographique. En 1974, il s'installe dans la maison située au 12 de l'avenue des Figuiers. L'immense cèdre, aujourd'hui disparu, reste associé au souvenir de sa fille Marie-Jo et de son suicide. C'est au pied de cet arbre que, selon son souhait, ses cendres ont été dispersées. C'est là, également, que celles de Georges Simenon ont été répandues en 1989. En mai 1978, Simenon n'est plus le père de Maigret, mais seulement un père meurtri qui a besoin d'écrire pour continuer à vivre. Dimanche 21 mai 1978. Hier, à 7h de l'après-midi, j'ai appris par un coup de téléphone de mon fils aîné que ma fille Marie-Georges était morte. Samedi 27 mai 1978. Ma petite Marie-Jo chérie, samedi dernier a été pour moi la journée la plus dramatique de ma vie. Toute la semaine aussi a été pénible et j'avais l'impression de retenir ma respiration. Aujourd'hui, tu es chez nous, tu es chez toi, dans notre petit jardin non loin du cèdre que tu connais bien et d'un lilas tout en fleurs. Hier, ton corps de grande petite fille a été incinéré et aujourd'hui, sous un soleil merveilleux, nous avons semé tes cendres dans l'herbe de notre petit jardin selon tes dernières volontés. Nous te voyons par la grande porte-fenêtre, nous pouvons te parler. Nous savons que tu es délivré, que tu es enfin sans angoisse et que tu n'as plus à craindre de te retrouver dans un endroit fermé, comme tu dis. Le soleil te chauffe, tous les oiseaux pépient gaiement pour t'accueillir, et je ne suis plus oppressé, mais presque gai de te sentir enfin et pour toujours près de moi. Ce sera probablement une très longue lettre que je vais t'écrire ainsi, mais je le ferai petit à petit dans les jours qui suivent. Aujourd'hui, je tenais à te dire ma joie, mais oui, ma joie, car je sais que tu es joyeuse toi aussi de te savoir enfin arriver au but. Bonjour ma petite fille, tu vas dorénavant partager notre existence dans laquelle tu auras ta part. Tu es dans l'air que je respire, dans la lumière qui nous inonde, dans le frémissement du cosmos et ainsi
tu nous pénètres de toutes parts. Bonjour, Marie-Jo Jolie. Nous sommes à l'avenue de la Gare numéro 4 et ici se trouvait le siège de la Guilde du Livre. Dès sa fondation, en 1936, elle a été dirigée par l'éditeur Albert Mermoux. La Guilde du Livre a été l'un des points de rencontre des élites artistiques romandes, notamment grâce à la galerie qu'elle avait installée dans ses murs. Le bâtiment, qui l'a abrité de 1946 à 1974, n'existe plus. Il a été détruit à la fin des années 70. Le métier d'éditeur comprend aussi celui d'amphitryon, de cicérone, de confident, de diplomate, de berger, etc. Le directeur de la Guilde du Livre en sait quelque chose. Il accompagnait à la gare de Lausanne Dominique Horry, qui repartait pour Paris où elle avait rendez-vous avec Paulan. Ployant sous le poids des valises, préoccupé par l'heure du train, l'éditeur conduit son écrivain sur le quai Haddock. Un train survient, s'arrête. C'est le mien. Dit Dominique Horry. Elle bondit. Au revoir, bon voyage. C'était le Paris-Milan. Je suis rentré chez moi, j'ai attendu auprès du téléphone jusqu'à 11h du soir, après quoi je suis retourné à la gare, au passage du train qui venait du Simplon. Mais il était tellement plein de voyageurs endormis que je n'ai pas osé traverser les voitures, explique l'éditeur. Or, précisément, Dominique Horry se trouvait parmi les dormeuses. À Brigue, s'étant aperçue de son erreur depuis un bon bout de temps, elle avait eu la chance de pouvoir sauter dans le train pour Paris, où elle avait sombré dans le sommeil de celui qui a gagné dans la course, pendant que le berger cherchait fiévreusement sa brebis perdue. Je suis Marius Daniel Popescu, je suis d'origine roumaine. Je suis conducteur de bus au transport public lausannois depuis presque 26 ans. Et je suis aussi poète et écrivain. D'une certaine manière, je suis amoureux de cette ville parce que c'est la ville où j'ai grandi avec mon métier de chauffeur de bus et aussi avec mon écriture en français. J'écris directement en français. Il roule lentement les roues du trolleybus à quelques centimètres du trottoir, devant l'église de Saint-François, jusqu'au bout du quai où il immobilise le véhicule. Il baisse les manettes qui font que les portes s'ouvrent, tire le frein à main, prend sa sacoche de service, ouvre le portillon du conducteur, quitte le poste de conduite et descend sur le trottoir où l'attend la relève. Les voyageurs descendent et montent. Femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes, femmes, femmes, hommes, femmes, hommes, hommes, femmes, hommes, femmes, hommes. Les conducteurs se saluent, ils se serrent la main, ils se souhaitent l'un à l'autre bonne journée et le nouveau prend le volant.
Au début du XXe siècle, la place Saint-François est le centre névralgique de Lausanne. Elle est emblématique des changements urbains que traverse la ville à cette époque. Ramu est très critique face à ces changements. Et il le déclare haut et fort dans un article de la revue Aujourd'hui, intitulé « Sur une ville qui a mal tourné ». Il y aurait fallu un homme, et nous n'en avons pas eu. Il aurait vu, l'homme en question, que Lausanne n'avait plus rien à faire sur sa colline, sur ses collines, où elle n'était montée que comme un gamin qui a peur grimpe sur un mur. Il aurait décidé de loger toute l'administration cantonale à la cité, ce qui a été fait d'ailleurs, ou à peu près, mais d'y loger aussi les établissements d'instruction publique, ou dans ses alentours, selon un plan à établir, de consacrer la Riponne et les quartiers voisins aux échanges locaux, comme c'était déjà le cas et comme c'est encore le cas, de restituer enfin la place Saint-François, qui avait été jusqu'alors le centre des affaires, la poste ni la banque cantonale n'étaient encore bâties, à ce qui semblerait bien être son rôle naturel dans l'économie de la ville, par sa position privilégiée et l'emplacement de l'église, d'où l'on pouvait jouir, du côté du sud, de la vue la plus étendue, qui est une valeur, et même une valeur d'argent. On imagine sans peine, même aujourd'hui, au midi de la place, une succession ou une superposition d'esplanades, avec jardin public, 1 ou 2 cafés à terrasse, ce qui nous manque tellement, une salle de concert, des bancs et des tables où, à l'ombre des tentes ou de quelques beaux arbres, on aurait pu l'été compter les bateaux, suivre de l'œil la tache blanche d'une barque à voile de Montreux à Ouchy ou d'Ouchy à Thonon, contempler des kilomètres et des kilomètres d'eau bleue ou grise ou blanche ou noire, ouverte de toutes parts à plat au-dessous de vous. Tout cela en plein cœur de la ville, ce qui est très important, car c'est toujours au cœur d'une ville que se donnent les rendez-vous. On le voit bien aujourd'hui encore. Il faut dire que ces rendez-vous sont singulièrement bousculés. La place manque, on n'a rien prévu. On a voulu tout réunir en un seul point, au lieu de départager et de classer les activités. Il aurait fallu ordonner, c'est-à-dire d'abord imaginer. Combien de millions pour dresser un écran opaque et définitif entre les passants et la vue au sud de l'église Saint-François, elle-même transformée en une espèce de pièce montée, posée sur un plat de confiseur entre les bâtisses massives qui l'enserrent de partout. Elle qui était faite pour être vue de loin. Et on ne la voit pas. Et à vrai dire, on ne voit rien. Même pas les autos qui arrivent en tous sens et jouent à cache-cache, tournant en rond autour de cet énorme écueil. Alors il faudrait que je vous parle du lien que j'ai avec Lausanne, avant de parler du Lausanne Palace, et brièvement parce que je ne tiens pas à vous ennuyer. Moi je suis né à Lausanne, à l'avenue Tissot. À 25 ans je suis parti, j'ai été à Paris et je revenais de temps en temps à Lausanne, notamment à la piscine Montchoisy. En été, puisque je suis un piscinomane. Et au fur et à mesure que l'âge arrivait, etc., je suis passé de petits hôtels à des hôtels un peu plus importants, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Et puis, à un moment, je me suis dit que finalement, alors ça va être extrêmement prétentieux ce que je vais vous dire, étant un écrivain 5 étoiles, je vais aller dans un hôtel 5 étoiles. Dans le TGV Lyria, à quelques sièges du mien, Jean-Luc Godard qui grignote des biscuits lus en somnolant. Un peu plus loin, Freddy Buache qui me demande dans quel hôtel je descends, quand je lui dis que c'est au Lausanne Palace, il soupire.
Tu as raison. Les palaces, il n'y a que cela de vrai. Amoureuse du quartier du Rotillon dans son état bohème, avant les travaux des années 2000 qui en ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui, Anne Cuneo a installé le bureau de son double Marie Machiavelli. Marie Machiavelli est une enquêtrice, protagoniste d'une série de polars, inaugurée en 1998 avec Âme de bronze. Cette série de livres a permis à Anne Cuneo d'évoquer son amour, parfois contrarié, pour les quartiers de Lausanne, mais aussi des sujets comme les fonds en déshérence, le dopage cycliste ou encore une douloureuse affaire de viol. Mon bureau est installé dans une ruine célèbre, le quartier du Rotillon. Dans la maison, il n'y a que des artisans, céramistes, potiers, une tisserande, un photographe. Le quartier est un des plus intéressants de Lausanne. Il a été très populaire, accroché à la pente derrière la colline de Bourg, comme la misère s'accroche au dos des riches. C'est un des derniers témoignages de ce qu'était le Lausanne des petites gens. Il y a une trentaine d'années, on a commencé à se dire qu'on allait l'assainir. Il s'agissait à l'époque de le vider de toutes les prostituées qui s'y étaient installées dans les années 30. J'ai encore vu les dernières lorsque j'étais petite fille. Il me semble que c'étaient de vieilles femmes du peuple qui satisfaisaient les besoins des hommes les plus démunis. Je me souviens qu'elles étaient surtout dans une rangée de maisonnettes à un étage donnant sur la ruelle du Flon. Lorsque nous étions enfants, nous aimions à nous procurer des frissons en passant devant ces fenêtres à rideaux, vite, les yeux baissés. Ces dames nous poursuivaient de leur voix éraillée en nous intimant de rentrer chez notre maman, et plus vite que ça. Depuis des années, la bataille de la spéculation immobilière fait rage autour de ce pâté de maison que l'on a laissé devenir vétuste. Presque plus personne n'y habite. Notre maison est une des rares où il se passe encore quelque chose. Nous sommes d'ailleurs tous des expulsés en sursis. Nos baux, pour ceux d'entre nous qui en ont encore, sont renouvelables de 3 mois en 3 mois. Dis-moi combien de jours, encore combien de nuits, me sevrer de ton sein pour partager tes nuits. Encore combien de jours, dis-moi combien de nuits. Je rêve de tes caresses, de ton corps, je m'ennuie. Quand ce désir noir m'appelle, et remplit le vide et les peines, je ne dirai plus un mot, j'attendrai patiemment. Tous ces mots inutiles, je sais que je me mens. Je mange, je dors, je bois, mais je ne veux que toi. Et je noie mon chagrin dans le creux de tes reins. Quand ce désir noir m'appelle, et remplit le vide et les peines. Quand ce désir noir m'apaise. À ce moment-là, j'avais déjà le projet de Jonathan au Tibet, mon personnage amnésique, que j'ai proposé à la rédaction de 24 heures.
Et il a été refusé, mais on m'a proposé autre chose. C'était Marcel Pache qui m'a proposé de faire une histoire qui se passe dans les décors que les lecteurs du journal connaissaient. Donc j'ai pensé à un journaliste qui se promène dans nos régions romandes et ça a été accepté. Donc ça a été ma première BD. C'était un petit miracle, c'était un rêve qui se réalisait. Mes dessins allaient être publiés dans le grand quotidien lausannois. Pour le jeune lausannois que j'étais, c'était quelque chose d'impressionnant. Ces policiers fantastiques, j'avais visité au musée historique de Sion, j'avais vu un loup empaillé qui était ce qu'on appelait la bête du Valais, qui avait décimé quelques troupeaux de moutons il y a je sais combien d'années. Et voilà, je trouvais que c'était amusant de relier ça à Lausanne, la cathédrale, d'Herborons, enfin toute la région romande. Puis c'était amusant de dessiner cette cathédrale. J'ai appris à la voir avec un œil nouveau depuis qu'il y a un festival de bande dessinée à Lausanne, où j'ai retrouvé mes amis et confrères belges et français. J'ai découvert cette ville de Lausanne à travers leur regard, et je trouve que c'est une belle cathédrale. Ce qui me plaît à la cité, c'est que la cathédrale, lieu de lien, de religion, est tout entourée par l'ancienne académie, lieu d'études. J'y ai enseigné le français moi-même pendant 27 ans et je ressentais très bien cet esprit de la cité. À l'ancienne académie, outre des écrivains importants qui ont étudié ou qui ont enseigné, je citerai Gustave Roux, Ramu, Edmond Gillard, il y a là quelque chose qui me frappe dans Lausanne, c'est que de Rousseau à l'heure qu'il est, il y a toujours eu une animation poétique, littéraire. Voltaire y a habité, Voltaire y a eu son théâtre, Benjamin Constant y est né. Il y a à Lausanne une rue Benjamin Constant, une avenue Benjamin Constant, où j'ai placé un roman. Et puis j'ai écrit L'Ogre à la Cité. L'Ogre se passe dans la Cité même, au gymnase, à l'ancienne académie. Et tout ça, évidemment, c'est un flux de souvenirs à la fois bénéfiques, lumineux, parfois sombres, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des pentes obscures, mais tout cela appartient à la vie. Jean Calmet se dirige vers le café de l'Évêché. Un groupe de filles en blue jeans le devance. Elles rient, elles parlent fort. Leurs longs cheveux flottent sur leurs épaules encore bronzées. Jean Calmet entre à l'Évêché et s'assied à la seule table libre devant la vitrine. Il commande un Ricard et s'absorbe, morose, dans la contemplation du paysage. Justement, les belles gamines en jeans passent sur la rive droite du pont Bessières. Elles font les folles, se poussant, se retournant. Leur gesticulation se détache comme un défi sur le ciel gris-bleu. Jean Calmet les ressent merveilleusement joyeuses et fortes. Et il reçoit, en plein cœur, le coup qu'il connaît. Il boit une gorgée de Ricard. Ville, sage, têtue, appliquée, nantie, ville tapie entre écoles et placements en tout genre, ville de théâtre subventionnée en période préélectorale et décapitée, ville d'exposition, de foires et de festivals pour smoking, talons aimantés comme aiguilles de boussole, jamais le nord ne se perd, vente bénévole, divin pactole, etc., etc. Ville de liesse populaire programmée au solstice d'été, ville de somnolence diurne et d'insomnie policée, ville pasteurisée, ville talkie-walkie aux pulsations vertes, ville au matin neuf, couverte soudain de graffiti comme d'un eczéma polychrome, ville de l'ici et du maintenant, ville de la démocratisation des études et des 1003 réformes scolaires, ville qui titube entre cuisine et cuistrerie, qui aboie avec les chiens policiers, ma ville. Quand vient
décale. Plus de mesure, je ne vois plus les murs dans ce dédale. Partout, je me heurte à la foule. Et partout, je me heurte à la foule des urgences en moi qui se défoule. Et quand vient la nuit, j'ai si peur qu'on m'oublie, tout est bancal. Et quand la nuit tombe, c'est la valse des ombres qui m'assaillent. Et quand vient la nuit, j'ai si peur qu'on m'oublie, tout est bancal. Et quand la nuit tombe, c'est la valse des ombres qui m'assaillent. Et quand vient la nuit, je me perds et j'oscille, je me décale.